Bonjour, Éric Bénard, Christophe Roussillon. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, si j'ai bien compris, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu dans un restaurant. Alors, on n'est pas les seuls. Hein. Oui. On aimerait, mais c'est pas évident. Qu'est-ce que ça vous Nous fait? n'allons pas dans les restaurants clandestins. Ah, Eric vous et n'allez moi. pas dans les restaurants clandestins, Non, vous? non. D'accord. On est disciplinés, bons citoyens, républicains. Là, on fait attention aux autres. Par contre, on fait des grandes fêtes à la maison. À la maison, ça oui. À la maison, on fait ce qu'on veut quand même. Il ne faut pas exagérer. Bon, étrange, non? Une salle vide comme ça. Étrange. Étrange. Mais, Est-ce que ça vous fait plaisir de retoucher Oui. un peu ce zinc? Oui. oui, il manque Oui. l'œuf dur. Il manque Par l'œuf rapport à dur? mon enfance, il manque Ça l'œuf va dur. arriver. Qu'est-ce que je peux vous servir juste comme ça, là, pour se désaltérer? Déjà un verre d'eau et puis accessoirement après un verre de rouge. Un petit rouge? Voilà. Tiens. Et moi, une petite bière. Et vous, Je viens- Christophe? Je viens Très du bien. nord de la France, donc Ouais. voilà. Bon, exceptionnellement, on est au Mont-Paris. Le restaurant est toujours fermé, mais on ouvre cette parenthèse un peu enchantée. On va parler de gastronomie et de cinéma. Comment on filme la gastronomie et la cuisine avec le film délicieux qui ne saurait tarder de sortir? C'est un rapport au sensoriel en fait. Vous savez, au cinéma, vous avez que deux sens, les sens nobles, la vue et l'ouïe. Ce qui est génial quand vous travaillez sur la cuisine, c'est que vous en appelez aux cinq sens. Ça ne veut pas dire qu'on va sentir la nourriture dans la salle, ça veut dire que vous créez des liens, un remembrement sensoriel. Vous essayez en tout cas de travailler sur les cinq sens. Et ça, c'est très agréable parce qu'il y a des rapports entre la couleur, les goûts, les odeurs. C'est là-dessus que vous essayez de travailler. Donc c'est un plus et ça fait saliver. Et puis ça nous appelle tous, ça nous réveille de la mémoire. La Madeleine de Proust, c'est rien d'autre que ça. Donc voilà, on touche aux souvenirs en fait. On touche à des choses qui sont profondes. Et on va rappeler des choses. Alors, comme en plus, là, on travaille sur l'histoire de France et l'histoire du restaurant, j'espère que ça passe au travers. Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que tu nous as raconté, Philippe et moi, mon associé. Oui. Alors juste pour resituer, vous êtes Le producteur, producteur du film. et Éric, réalisateur. Eric, Ouais. le réalisateur, scénariste. Scénariste. Oh, Scénariste. voilà. Il a coécrit le scénariste avec un complice, Nicolas Boukrieff, avec qui il a beaucoup travaillé, et réciproquement. Mais Eric n'avait pas encore tout à fait l'histoire de Délicieux, Il était une fois, mais il avait l'envie, le cadre, etc. Et cette formidable idée, comment le restaurant s'est créé, comment est né cet endroit de convivialité. Et tu nous as parlé d'essence. C'est comme ça qu'il vous... Parce que oui, oui. c'est vous qui amenez l'histoire Oui. et le projet, en fait. Comment ça se passe, cette rencontre vous avez- tous les c'est- deux Parfois, il y a, Ça dépend. Non, mais ça je t'en dépend. prie. Pas parfois, oui, il y a un scénario écrit et puis il est apporté au producteur. Mais avec Eric, on se connaît déjà depuis longtemps et donc il est simplement venu nous raconter les prémices de ce qu'il avait, de son envie, et il nous a fait saliver. Je me souviens très bien. Tu parlais d'essence, de tout ça. On se disait ah ouais. Est-ce que c'était dans un restaurant? Waouh. Non, mais nous Non, dans sommes mon bureau. allés très vite au restaurant. Non, On mais est nous sommes allés très allés vite. très très vite au On est restaurant, allés c'est vrai. très vite. Et on a continué après. Et on a Hein, continué. Voilà. Alors justement, on reviendra sur le rôle du restaurant finalement dans notre société, mais juste pour planter le décor délicieux, c'est la naissance du restaurant. On est quoi? Quelques jours, une année avant? On va dire, c'est les Lumières. C'est-à-dire, moi, mon film se passe en 1789. Voilà. La vérité historique, ça se passe sur les 15 ans avant 89, la création du restaurant. Ça veut dire que le Pour plein restaurant de raisons. naît de plein de Il raisons. y a plein de raisons, toujours la même chose, sociologico-historique. Turgot abandonne, la loi change et les corporations sont plus possibles. Donc, à partir de là, vous pouvez manger. C'est agréable. Vous avez vu, et le restaurant renaît. Voilà, exactement. Il n'y a plus de... vous pouvez vendre de la viande et du poisson et de la boulangerie, etc. Donc avant, c'était impossible à cause des corporations. Vous avez des gens qui ont lu Taïwan, qui ont lu ce genre de chefs et qui refont toujours, merci beaucoup, Merci, qui refont toujours les mêmes recettes qui sont des chefs pour les nobles. En sachant qu'à ce moment-là, la cuisine, c'est un luxe, c'est une façon de montrer que l'on est un aristocrate et de recevoir, puisque à ce moment-là, l'aristocratie n'a plus de pouvoir politique à cause de la monarchie Il n'y absolue. a presque plus de guerre. Et voilà, il n'y a plus de guerre. Donc, pour exister, il faut recevoir. Et donc avoir un chef est important. Or, on est au moment où les premiers s'en vont à l'étranger, premiers nobles, premiers aristocrates, fuient la et il y a des France, mecs qui se finalement. retrouvent au chômage. Il y a des talents au chômage. La loi change,
Voilà. 3, l'esprit des Lumières fait que l'idée de poser un acte, d'être aujourd'hui on dirait un petit entrepreneur, un libre entrepreneur, émerge. Et puis Éric précise que la révolution ne va pas venir de nulle part. Elle ne va pas venir comme ça en binaire, 0, 1, 1, 0. C'est-à-dire qu'elle va prendre du temps. C'est une succession de choses. C'est une succession de choses, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que les esprits vont se libérer, les envies vont se libérer, la parole va se libérer. Et puis tout à coup, pourquoi le peuple, pourquoi les gens ne pourraient pas apprécier la grande cuisine? Parce qu'en fait, la plupart des gens, qu'ils se déplacent ou pas, la nourriture est très simple. Et quand ils se déplacent, oui, la poste fonctionne très bien à l'époque, mais on fait, je crois, Paris-Lyon en une semaine, avec une calèche à 4 chevaux quand même, et on traverse des forêts. Et à cette Donc époque-là, on s'arrête pour manger, mais... Non, on s'arrête pour faire manger les chevaux et Voilà. faire reposer le cocher. Il n'y a pas de truc... Et accessoirement, des endroits de luxe où ils peuvent s'arrêter pour se restaurer. C'est de là, et vous savez, il y a une auberge tous les 7 lieues, c'est la fameuse botte de 7 lieues. La botte de 7 lieues, oui. Et dans une auberge, parce qu'il existait des auberges, on est bien Mais d'accord. on y va de manière pratique à l'auberge, on n'y va pas par choix ou par... C'est qui dordine. Qui Vous venez dordine, dormir oui. en fait, Vous venez et vous mangez ce qu'on vous sert. Et les chevaux C'est viennent ça, le dormir. principe. Ils se reposent. La création du restaurant, c'est la création de la carte, c'est la création de la subjectivité du chef, c'est la proposition d'un chemin. C'est en ça que c'est le parallèle entre le cinéma, entre une salle de cinéma et une salle de restaurant est gigantesque. Entre un cuisinier et un metteur en scène. Pour vous. Si vous voulez, entrée, plat, dessert, c'est un scénario. Oui. Vous Donc proposez un linéaire. On choisit une cuisine comme on choisit un film. Vous choisissez un film, vous choisissez un restaurant, vous choisissez la salle, et quand vous y êtes, vous avez un show, comme vous avez un show au cinéma, c'est-à-dire que les gens sont assis, et il y en a qui travaillent pendant ce temps-là. Pendant que vous jouissez, au restaurant ou au cinéma, il y a des gens qui travaillent. Aujourd'hui, pourquoi il y a plein de cuisines ouvertes? Pour que vous puissiez les voir travailler. Mais avant ça, on a tous vu des bons et des mauvais serveurs. C'est génial, un serveur, l'ergonomie du serveur. Voilà. Et puis un mauvais serveur, il va vous fatiguer au bout d'un moment. C'est la même chose, c'est comme un acteur, il faut qu'il soit dans le moment, présent dans le moment. Le parallélisme est énorme. Et après, comme metteur en scène, c'est aussi pour ça que je fais le film, le parallélisme entre le cuisinier et le metteur en scène, sur sa subjectivité, sur le rapport au rationnel, au sensoriel, il est évident aussi. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table, et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. C'est important de comprendre quand même que aller au restaurant pour le plaisir, de se restaurer, quel que soit le nombre d'étoiles ou pas d'étoiles du tout. On peut aller dans une simple brasserie, se restaurer, mais c'est un plaisir. Se retrouver ensemble, à 2, à 3, à 4, à 5, autour d'une table, un moment convivial, de choisir, etc. Tout ça, il a bien fallu l'inventer. Parce que dans les auberges, dans les relais de poste, c'était pas ça, c'était une marmite, un truc commun, une grande table, les gens passaient, qui est proche d'une cantine qu'on ne choisit pas en fait. On est passé de la fonctionnalité au plaisir. Au plaisir. Ah oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est un lieu de plaisir et de partage. C'est-à-dire que vous choisissez avec... Il y a un exemple très simple, les tables individuelles. C'est-à-dire que vous choisissez avec qui vous mangez. Exact. C'est pas la même chose. Vous venez avec la femme que vous aimez, avec vos enfants, avec votre vieille maman, avec vos amis, mais vous choisissez. C'est ce que vous faites toujours aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est génial d'aller au restaurant? Parce que vous allez partager ce moment avec quelqu'un, qui que ce soit. Ce qui choque à l'époque, parce que c'est assez marrant, il y a une scène où justement le duc ne comprend pas d'être mélangé finalement ou de manger sans que les gens le regardent. C'est pas possible. D'être aux yeux de tous et à côté du commun des mortels. C'est ce qui est génial dans le restaurant, c'est que vous choisissez la personne à qui vous êtes, mais en même temps, vous êtes avec tout le monde. C'est-à-dire que vous avez cette table individuelle, comme au cinéma. Comme au cinéma. Exactement. C'est toujours le même principe de ce partage, de ce plaisir ensemble. Et ça, vous regardez un film tout seul chez vous et regardez-le dans une salle de cinéma, vos sensations ne seront pas les mêmes, obligatoirement. C'est la différence entre le cinéma et Netflix. Voilà. C'est-à-dire La différence, c'est qu'avec le cinéma, vous partagez, vous êtes dans un lieu commun. on vit ensemble, il y a une communion en tout cas. Voilà, il y a une communion, et puis dans la plupart des pays, une salle de cinéma, c'est une sorte de cathédrale. On respecte le lieu, on ne fait pas... même si aux États-Unis, ils invectivent l'écran, ils sont très réactifs avec l'écran. Ils parlent, ils mangent, ils ont des plateaux sur les genoux, mais quand même, il y a le respect du film qu'ils sont en train de voir. C'est partout dans le monde. Et vous ne pouvez pas arrêter, zapper, accélérer pour voir plus vite. Vous ne pouvez pas... Non, vous acceptez l'idée que quelqu'un va vous conduire pendant 1h30, 2h. Voilà. Alors qu'à la maison, Plus encore, vous faites la démarche de sortir et vous y allez. Oui, de sortir. C'est-à-dire que le plaisir est dans la montée de l'escalier.
vous y allez. Et vous choisissez avec qui vous y allez. C'est aussi ça, la montée du plaisir. Alors, pour revenir sur le film, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que... C'est la différence entre le restaurant, pardon, je vous coupe, Oui. et Deliveroo. Ah, Bah oui, voilà. Alors Il s'agit justement, pas ça m'intéresse. Non mais c'est Voilà, voilà, non, mais mais bien ça, sûr, t'as raison. ça revient au même. Et il ne s'agit pas de fustiger ni Netflix, c'est le ni- Deliveroo ni- du- Netflix, c'est le Deliveroo. la différence entre le restaurant Côté en bourse, bien et, sûr. et la livraison du repas. Et Deliveroo, comme Netflix, guidé par un algorithme informatique. Hein. Mais bon, voilà, donc faut pas l'oublier. Parce que quand vous allez sur la homepage de Deliveroo, vous croyez que vous choisissez, Mais en fait, c'est elle qui choisit un peu pour c'est vous. l'algorithme informatique qui choisit pour vous, en partie, quoi. Vous pouvez toujours résister, mais voilà. Donc on continue notre parallèle entre le restaurant et le cinéma finalement. Ah oui, oui. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans Délicieux, c'est que c'est extrêmement gourmand. Est-ce qu'on filme la cuisine et la table de manière différente en fait quand on aborde est-ce qu'il y a des problématiques quand on aborde un tournage comme celui-ci qu'on se pose qui n'ont pas lieu sur d'autres films en fait? Alors, dans ce cas de figure, c'est particulier. En plus de ce que je vous disais tout à l'heure sur la sensorialité, il y a aussi la qualité de l'image, parce que le film étant fait au XVIIIe siècle, on est proche de la peinture de genre, donc on est sur chaque chose, chaque pomme, chaque doit donner faim, c'est la pomme de Blanche-Neige, vous voyez ce que je veux C'est dire? ça. Et c'est vrai pour la charcuterie, donc on est sur cette jouissance-là, et ça dépasse la nourriture. Il y a le fait de faire, le geste juste, et les mains, le travail sur les mains, c'est-à-dire la sensualité, elle est aussi dans le fait de Il y a une filmer des scène mains. où il travaille la pâte. Voilà. Qui est, Ouais. qui est magique. Enfin, Bah oui. elle vous met en appétit alors que c'est une pâte crue, mais on a envie de la goûter. Enfin, Moi, quand j'ai proposé ce film à l'acteur qui joue le rôle, à savoir Grégory Gadebois, j'avais regardé plein de films sur la manière dont il jouait avec ses mains. Il y a des acteurs comme ça, moi je pense à James Coburn par exemple, il y a des acteurs, vous regardez leurs mains, il se passe toujours quelque chose. Il y a une sensualité dans les mains qui est magique. Je savais que pour moi, ça serait quelque chose d'énorme. le casting se fait par les mains. En l'occurrence, c'est un plus. c'est J'aurais pas intéressant. pu avoir un acteur qui avait des mains où il ne se dégageait pas un rapport, en l'occurrence, puissance-enfance. Yin-yang. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois avoir des mains d'homme, puissance qui pétrissent, et en même temps où il y a une créativité, une Finesse. souplesse, Quand une il fait le finesse, délicieux, une douceur, on sent du une creux. légèreté dans ses mains Exactement. qui sont... Donc il fallait ça. Quand Eric a proposé le rôle à Grégory, après que Grégory ait dit oui, rediscutons tous ensemble du projet, on a invité Grégory au restaurant, ils étaient ouverts, donc Eric m'avait dit... Quel type de restaurant? Pour parler d'un film. Un bon restaurant qui est dans le quartier Oui. de Montbureau. Bourgeois, on appelle ça. Un restaurant bourgeois. Une très bonne table. Vraiment, D'accord. qui fait un poisson qui vient de chez nous, avec des petits pêcheurs de l'Octudie. Voilà, vraiment super. Et Eric me dit, tu regarderas ses mains. Et je me souviens, je regardais donc les mains de Grégory, je me disais, ah oui, quand même. Et à un moment donné, Grégory s'en est aperçu, il m'a dit, tu regardes mes mains depuis tout à l'heure. Je lui ai dit, oui, je regarde tes mains, Grégory. Et c'est vrai que il était l'acteur de ton personnage. Il n'y avait pas photo. Ce qui est agréable aussi là, c'est que j'ai l'idée de cet acteur, je lui propose, il me dit oui, mais en théorie, il faut que monsieur me dise qu'on peut monter le film avec quand même. Donc je lui dis, il a la gentillesse de me dire, à ce moment-là, c'est pas l'acteur le plus connu de Paris, on pourrait choisir peut-être quelqu'un qui nous aiderait plus. Je lui dis, je pense que c'est vraiment lui. Tu sais quoi, voyons-le et tu décideras, on verra ensemble. Et à la fin du repas, Christophe me dit, t'as raison, c'est lui. Donc ça se décide au restaurant en l'occurrence, sur un moment de partage. Et je trouve intéressant parce que la cuisine prend un aspect charnel. Complètement. Ah oui. Avec- Oui. C'est Louise, c'est ça? Oui, hein, oui, bien sûr. Avec Louise Clairement. qui rejoint Bah, l'aventure et qui va l'aider Là- à accoucher du restaurant. Là, hein. on est sur une autre dimension qui est le rapport homme-femme à l'intérieur de la cuisine, puisqu'on est à un moment où il n'y a pas de femme en cuisine. Et c'est l'histoire d'un des premiers fictionnés, d'un des premiers apprentis femmes en cuisine. Est-ce que ça, c'est pas un peu utopique pour l'époque? Ah bah, il n'y en Parce a que- quasiment pas. Il y en a Pour vous que- répondre, Voilà. pour vous Le répondre. maître queue, il est masculin. c'est tout. Non, mais c'est dit dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de femme. D'ailleurs, quand elle arrive, il lui dit non seulement c'est pas le boulot d'une femme, mais en plus t'es trop vieille. C'est-à-dire qu'il est d'une délicatesse absolument incroyable. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi, et je suis sûre qu'il reviendra.
C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Mais c'est un chef de cuisine. Et puis il faut qu'elle montre, donc il va falloir qu'elle commence par faire le ménage, par essorer le linge et surtout aller mettre du fumier dans le jardin, faire monter des carottes. On commence là, pour monter progressivement. Et après, il faut apprendre le goût. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable, les yeux fermés, de reconnaître une carotte c'est pas aussi évident qu'on le croit. Une carotte d'un navet, je peux. Quand vous avez les yeux fermés, moi j'ai fait beaucoup d'exercices comme ça, c'est comme le vin, sur les légumes crus, etc. Il y a les croquants, etc. Mais quand vous êtes complètement néophyte, vous pouvez vraiment vous gourer. Donc il y a ce genre d'exercice. Après, il y a toucher ensemble, apprendre à... Voilà, là, vous êtes dans une érotique de fête. Il n'y a même pas besoin de la surfilmer. Elle est là. Le danger, d'ailleurs, il est d'être trop. Vous voyez, peut-être très vite, vous êtes trop. Si je prends la main et puis je vous fais choisir le jambon, ça devient beaucoup, quoi. Donc on a Grégory Gadebois, on a Isabelle Carré, Oui. on a un réalisateur, on a un producteur. Quand on s'attaque au film, il vous faut des gens pour faire ce qui va être mangé sur place. Oui. Comment on trouve ces chefs-là? Parce que dans le cinéma, il y a des chefs qui travaillent pour le cinéma, en fait. Là c'est monsieur... Quoi, moi, on se dit tout de suite, il va nous tous les falloir restaurants de quelqu'un. France et on décide d'avoir le meilleur chef. Ouais, non, on a des idées, mais il y a des idées très médiatiques aussi. Vous savez, il y a des noms, il y a toujours les mêmes, il y a des gens qu'on connaît. Et puis, Christophe arrive avec une proposition à un moment, c'est lui qui est à l'initiative. Oui, j'ai un de mes amis qui a travaillé longtemps avec Jean-Marc Ayrault, quand il était patron du groupe socialiste au Parlement français. Ensuite, quand Jean-Marc a été Premier ministre, et ensuite au Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay est une des plus grandes cuisines de la République. Pourquoi? Parce que une vitrine là, même de la France. Une vitrine de la France. Bien sûr que l'Élysée est aussi une vitrine de la France, mais au Quai d'Orsay, on reçoit énormément de gens du monde entier en permanence. Donc on incarne la cuisine française. Ah oui, et on incarne la cuisine française aussi à l'ancienne. On ne demande pas à l'Élysée d'être à l'ancienne, alors qu'au Quai d'Orsay, parfois, avec certains autres, il faut être à l'ancienne, tenir compte de leur culture parce qu'il y a des restrictions alimentaires, et tout en quand même marquant l'idée qu'ils sont reçus chez nous et donc ils se plient à la note de culture et à notre art culinaire. Donc, un des premiers conseillers de M. Ayrault était mon ami, Thierry Lamère. Et c'est lui qui vous emmène jusqu'à Thierry Charrier, c'est Oui, ça? voilà. Quand je lui parle du film, il me dit « Mais Christophe, vous cherchez un conseiller ?» Il dit « Et pourquoi pas le cuisinier du Quai d'Orsay ?» Je lui dis « Waouh, mais comment… » Donc Thierry Charrier, qui est le chef du ministère des Affaires étrangères, qui restaure le monde de la cuisine, voilà, bien sûr. Pas de la cuisine. diplomatie. Non, pas de la diplomatie, mais il fait de la diplomatie avec sa cuisine. Exactement, il y a de la diplomatie à table aussi. Voilà. Et donc on rencontre chez Thierry Lamère, mon ami, Thierry Charrier avec Eric, et voilà. Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'exceptionnel là, Oui. en plus du plaisir, etc., en plus du symbole, parce qu'en effet, moi, quand il me dit ça va être le chef du Quai d'Orsay, quand vous faites un film sur l'identité française et qu'on vous dit le Quai d'Orsay, le chef du Quai d'Orsay, en plus c'est les derniers à faire le service à la française quasiment, c'est parfait. Mais il faut encore qu'on s'entende parce que en plus c'est délicat d'avoir un chef qui vient sur un plateau. Quand on est à mon poste. Sur un plateau, il y a un seul chef. Voilà, il peut y avoir qu'un seul crocodile dans le même maringot. Il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, est-ce que c'est le moment qui fait que je le crée dans ma tête? Il nous fait à manger, lui. Thierry Charrier nous fait à manger, alors qu'on est chez quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui nous a fait à manger. Et arrive le dessert. Il se trouve que je ne suis pas très dessert. Pas très sucre en tout cas, et il dit j'ai fait une glace. Et moi les glaces, j'aime pas ça. Mais je me tais. On aurait pu se planter à 15 Je me tais. Je suis pas très glace. Et il fait une glace, et je goûte la glace, et là, alors une espèce d'explosion sensorielle, mais c'est vraiment Ratatouille. Je sais pas si vous vous rappelez dans Ratatouille, sûr, quand il goûte, le retour à l'enfance, etc. J'ai entendu les cloches, j'ai vu les cotillons, j'ai vu les petites robes et les rires. C'était une glace au dragée. J'étais dans une communion. Incroyable. Au moment où j'ai mangé, j'ai croqué, j'ai pris ma cuillère de glace, j'ai entendu vraiment les cloches. Et c'était le thème, ce que j'essayais de faire. Vous voyez, alors, je dis, voilà, le signal est magique, quoi.
Et là, vous vous êtes dit, on va bien manger pendant le tournage. Oui, on va se dire ça. Après, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas nous qui mangeons en général. Avant, quand on essaye, parce que là, il fallait choisir des plats, créer des plats, mais pendant, on n'a pas trop le temps. On assiste à la naissance. Alors, moi, j'ai même cru tellement qu'on y croit à l'histoire, j'ai cru que le délicieux était un classique. J'ai même recherché ce classique en me disant, mais c'est fou, je ne connais pas ce classique. Enfin voilà. Mais il y a cette naissance de cette mise en bouche. Oui, ça, hein, c'est une mise en bouche en l'occurrence. C'est une création. Alors moi, j'écris dans le scénario. J'ai un petit feuilleté à pommes de terre et truffes. Voilà, c'est très simple. Hein. Donc vous avez les 3 ingrédients de base. Et puis là, je tombe sur des chefs, à commencer par Thierry Charrier. Qui est accompagné de Jean-Charles Carman. Exactement. Et eux commencent à me dire, ah ouais, mais attends, parce qu'avec ta purée, tu veux mettre de la purée, ça va être spongieux, ça va pas être bon. Et puis après, la pâte feuilletée, ça n'existe pas à ce moment-là. Donc on rentre dans une conversation compliquée. Donc on essaye. J'ai les 3 ingrédients de base, mais il va falloir le faire, y compris la forme. Est-ce que ça a la forme d'un cannelé, d'un pâté en croûte? Est-ce que c'est long, en croissant, machin? Donc là, on rentre dans plein d'essais pour arriver à au délicieux. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, c'est ça. Le délicieux devient ça. Et au rendu, ça marche, parce qu'on a des plans avec des buffets, avec des aliments. Enfin, on a envie de croquer, en fait. Voilà. On a envie de passer à table quand on regarde le film. C'est la signature puisque en narration, toute l'histoire dépend de ça. Puisque comme c'est à la truffe, et qu'à l'époque, on n'aime pas la truffe ni la pomme de terre, parce que ce n'est pas noble, et que l'Église les condamne. Oui, condamne tout ce qui vient de la terre. Il y a une échelle, plus c'est haut, plus c'est proche des cieux, plus la nourriture est bonne. Le pigeon est meilleur que la vache, et la vache meilleure que la pomme de terre. C'est pour ça que la pomme de terre, en France, a mis 100 ans pour arriver. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous prend pour des gorées. Excusez-vous. Vous avez ce délicieux qui est la clé narrative, et puis après vous avez des plats signatures faits par le chef qui, dans son restaurant, va les proposer. Il les crée, il ne reproduit pas des anciens plats, il crée des plats. Donc il fallait créer ces plats. Donc c'est là aussi où... Et là c'est rigolo, là, non? Là c'est un moment rigolo, oui. Parce que c'est avant. Au cinéma, avant, vous avez du temps. Oui. Dès que vous commencez à tourner, vous avez plus de temps. C'est exactement comme la cuisine. Sur le tournage, on savoure pas, en fait. C'est pareil. C'est comme au restaurant, on y revient. C'est le chaud devant, on tourne, quelqu'un qui se met au milieu, il prend une baffe, il est poussé en tout cas, ça revient à ça. Et secondo, the show must go on. C'est quoi qui vous arrive dans votre vie privée, si vous êtes restaurateur, etc., serveur, vous serez là le lendemain matin. Au cinéma, c'est pareil. Donc les parallèles sont... Donc pendant, vous n'avez pas le temps. Mais avant... Vous testez, et si on faisait un lièvre au foie gras, et si on faisait... Et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est visuel, qu'est-ce qui correspond à l'époque. Donc là, vous testez plusieurs choses. Et c'est effectivement avant que Thierry et Jean-Charles ont pris le temps, y compris donc au Quai d'Orsay, à la cuisine du Quai d'Orsay. Évidemment, le ministre a été mis au courant, ça ne s'est pas fait dans son dos, ça ne s'est pas fait dans le dos de l'État. Voilà, ils ont dit, bah oui, très bien, pourquoi pas. C'était pour une noble cause en plus. Oui, c'est pour une noble cause, mais il n'y a pas eu de problème, mais voilà, c'était transparent. Et donc Grégory est venu régulièrement, plusieurs fois donc, pour s'entraîner. À la coupe, s'entraîner à la cuisine, aux gestes, tout ça, etc. Et voilà. Et il se pointait au Quai d'Orsay avec les gendarmes qui sont à l'entrée de faction. Ah, monsieur Gadebois, bon, monsieur Charrier vous attend. Voilà. Donc. Il cuisine ou pas, Grégory Gadebois? Grégory, est-ce qu'il cuisine? Au départ, pas du tout. Au départ, pas du tout. C'est ça, parce que... Il mange. Mais il ne cuisine pas. C'est un bel acteur parce que c'est génial. C'est un grand acteur. Vous donne l'impression qu'il joue du piano. Hein. C'est exact. Vous me demandiez comment est-ce qu'on filme. Quand vous filmez quelqu'un qui joue de la musique, c'est pareil. C'est une sensorialité. Il se passe quelque chose. C'est pareil. Donc heureusement, c'est l'histoire toujours d'Anthony Hopkins quand il fait Les Vestiges d'un jour. Comment est-ce que vous apprenez à être majordome? Voilà. En l'occurrence, il a demandé à rencontrer le plus vieux majordome machin. Il y avait un rapport à la dilatation du temps, juste un rapport au temps. Voilà. Et c'est hop, il le vole. Et après, il va construire son personnage avec ça. Pourquoi ce lieu? Pourquoi ce lieu? Parce que moi, je tenais à ce que ce soit non pas le premier restaurant, mais le premier restaurant en province. Si Paris est la France de la France, c'est pas toute la France.
Et je trouvais beaucoup plus intéressant d'avoir un rappel de la Nationale 7, en gros. C'est-à-dire, pour moi, le terroir, c'est le reste de la France. La cuisine, c'est ailleurs. Et de plus en... Voilà, Donc là, le restaurant ne naît pas à Paris. Non, la vérité historique, c'est le Palais Royal. Voilà. C'est le Palais Royal, mais c'est un lieu très licencieux, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la réalité. Et là, la réalité du terroir. Et là, on n'a pas d'éléments très précis là-dessus. Donc, ce qui me permettait d'entrer dans la fiction, de créer vraiment un lieu qui soit symbolique de tous ceux qui se créent en France à ce moment-là. Un ancien relais de poste. Voilà, c'est un ancien relais de poste qui est devenu une ruine, qui appartenait au père de notre personnage, et qui revient, c'est une ruine, et qui progressivement, avec plein d'histoires, va en faire un restaurant. Est-ce qu'on goûte à la cuisine du Cantal, alors, quand on est dans le Cantal? Ça oui, ça je peux vous parler longuement de la Ligo. Ah oui, la Ligo, la truffade. Ça pour le coup, on n'a pas le choix, on y est le soir, voilà. Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Est-ce que finalement le restaurant a changé depuis 200 ans? Enfin, parce que tout ce que vous... Ça dépend ce que vous appelez du restaurant. Le restaurant, c'est toujours la même chose. Dans notre image du restaurant, non. Dans la vérité, oui. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 140, 50 ans que le modèle français, appelons-le par son nom, est attaqué par le modèle anglo-saxon. Donc la dilatation du temps qui est le moment du restaurant, où vous venez, vous vous asseyez, et en France encore, parfois on déjeune pendant 2 heures, mais c'est un moment où vous dilatez le temps, et attaqué par ce qu'on maintenant on appelle les fast-food, mais qui est attaqué par les cornflakes, par tout ce que vous voulez. L'histoire de la cuisine à partir de deuxième partie du 19e siècle, c'est aussi l'arrivée d'un modèle anglo-saxon, et aujourd'hui vous avez, gastronomie expéditive ou déambulatoire. C'est-à-dire que ce sont des oxymores. Vous disiez des choses, de quoi on parle? Ce que je trouve, juste que quand je posais cette question, c'est que je trouve que quand on entend les propos de la naissance de ce restaurant, où il veut des produits, des bons produits, des produits simples, il veut les travailler lui-même, il veut s'échapper de cette lourdeur de cette cuisine bourgeoise, en fait, on a l'impression que l'auberge que vous nous décrivez, elle était dans ça, en fait, déjà. Mais c'est l'aspect très moderne du film qu'a fait Éric. C'est qu'il y a énormément de résonance. Il y a aussi une résonance à travers le fils de Manceron, le cuisinier joué par Grégory Gadebois, qui lit, qui a appris à lire, alors on l'engueule parfois en lui disant, un des majordomes du duc dit, j'ai encore surpris votre fils dans la bibliothèque, il n'a rien à y faire. C'est pas sa place, effectivement. Mais donc il lit Rousseau, il est dans l'air de la révolution, de ce qui va changer. Il imprime des menus comme des flyers. Oui. Mais pour étayer ce que vous dites, il y a plusieurs éléments. Les circuits courts, la création des circuits courts, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. C'est exactement le raisonnement du personnage. Le côté très écologiste de prendre les épices du jardin plutôt que celles qui viennent de l'autre bout du monde. Le rapport au produit. Ce qui, à l'époque, on le faisait plus pour le bon sens que pour l'écologie. Bien sûr. Mais finalement, c'est aujourd'hui... Le terroir, le produit, c'est un mot essentiel dans la bouche de mon personnage, parce que ça l'est à ce moment-là. Et c'est le retour, alors qu'il y a eu la Renaissance, alors qu'il y a eu tout ce qui est les épices, le gras, les mélanges, 40 plats en même temps sur la table, d'un seul coup, c'est non, on va manger une tomate. Et on va vous voyez. Et donc ça, c'est le même discours qu'aujourd'hui. Ce que je trouve aussi particulier... Et une résonance quand je vois le film aujourd'hui et son histoire, c'est que j'ai le sentiment que ces temps-ci, on n'a jamais autant eu envie et attendu la renaissance du restaurant. Et on a le sentiment que ça correspond aux envies peut-être des gens déjà il y a 200 ans. En fait. Mais le restaurant va renaître après le Covid. Et c'est quand même pas rien d'avoir fermé les restaurants pendant cette longue période, comme les salles de spectacle. C'est historique d'ailleurs cette fermeture. Depuis que le restaurant est né, même pendant la guerre, il n'a jamais été fermé en fait. Non mais on peut parler, on peut avoir une conversation sanitaire, économique sur la situation. Dans la dimension sociale, il y a quelque chose, le rôle du restaurant, de la salle de spectacle comme exutoire, pour faire lâcher un peu de pression, est essentiel. Et c'est pareil au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si les tensions naissent
à ce moment-là. C'est 1788, c'est un des pires hivers qu'il y ait eu, il n'y a pas à manger, et les écarts entre les riches et les pauvres ne cessent d'augmenter. Ouais. Vous regardez la courbe depuis les années 80, j'ai entendu l'annonce de M. Biden hier, tant mieux, si on essaye d'aller... Mais ça fait 40 ans qu'on est dans ce mouvement-là, dans un mouvement de... Vous regardez les courbes, elles sont très claires. On sait ce que ça donne. Donc si vous enlevez les cocottes minutes, si vous ne laissez pas l'air sortir, voilà. Donc il y a aussi ça. D'un point de vue social, en plus de tout ce qu'on disait sur la cuisine, le rôle du restaurant de ce point de vue-là et de tous ces lieux culturels de partage, de vie, pour accepter la vie, ça manque. On a envie de le sortir, ce film. Ah oui, on va le sortir. On va le sortir, on a un très bon distributeur qui s'appelle SND, qui est une très belle maison. Et voilà, alors après, vous donnez une date, là, on est fin avril, on ne sait toujours pas. On a reporté plusieurs fois, hein, des dates de sortie, on en a eu, mais on l'a reporté plusieurs fois. Les salles de cinéma devraient rouvrir en même temps que les terrasses extérieures des restaurants et des cafés. Les salles de sport, c'est moins clair. Mais bon, voilà, avec des jauges restreintes, normalement à la mi-mai. Le couvre-feu devrait être décalé, parce que si on rouvre les terrasses extérieures et les salles de spectacle et qu'il y a un couvre-feu à 19h, ça ne va pas marcher, c'est clair. Donc, et puis, début juin, les jauges seraient augmentées et on pourrait à nouveau être à l'intérieur des restaurants, avec des jauges restreintes. Bon, si tout ça se passe comme prévu, on a la possibilité de sortir à ce moment-là, au mois de juin, début juin, ou alors plus tard. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de films qui ont été fabriqués qui ne sont pas sortis sur les écrans, et donc il y a un stock important et qu'il va falloir faire avec, et donc il y aura un encombrement. On a souvent parlé, avec les restaurateurs, de cette aide de l'État pendant cette crise. Le cinéma, c'est pareil, en fait. On a cette particularité française, en fait. C'est le chômage partiel, c'est la même chose. Et puis des aides aux entreprises. La France fait partie de ces pays généreux. Alors tous les pays ont aidé leur industrie, etc. Alors certains se sont focalisés sur l'industrie lourde, aéronautique ou autres secteurs. Et puis d'autres ont aussi soutenu leur culture. La France n'est pas le seul pays, mais il n'y en a pas non plus pléthore à travers le monde, hein, où la culture a été aussi bien soutenue et défendue. Après, malgré tout ce soutien, il y a des souffrances, et elles ne sont pas terminées. Il y a des répercussions qui viendront plus tard. Il y en a bien sûr au niveau médical, quand les réanimations sont engorgées, ont des programmes, des opérations et d'autres choses, et il y a probablement des conséquences. Il y en a pour beaucoup de secteurs. La restauration, le cinéma en font partie, mais ils ne sont pas les seuls. Si vous avez un fils qui fait une école d'ingénieur en aéronautique et qui avait son parcours tout tracé parce qu'il allait être embauché chez Airbus, là, peut-être qu'il faut qu'il refasse 2 années de plus pour bifurquer sur un autre domaine dans le milieu des ingénieurs. Je ne sais pas comment Airbus va se sortir de tout ça. Je leur souhaite de s'en sortir, mais est-ce qu'on va reprendre l'avion comme avant? Est-ce qu'on va recirculer impunément dans le monde en payant des billets de 200 € pour aller à New York? Pas sûr. Il y aura peut-être un avant, un après dans certains secteurs. Bon, en tout cas, le cinéma et le restaurant seront toujours là. Oui. Eux, c'est sûr. Nous, on le croit. Nous, on le croit. Voilà. Bon, on va l'honorer ou pas, ce petit Serrano? Oui, On peut. tout à fait. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Merci à vous.